Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi et c'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine. Nos invités sont déjà sur ce plateau pour commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle donc du bureau du Sénat, deux anglophones à la vice-présidence, c'est ce que dit le journal. Marcel Nyandi Fendi qui a été donc reconduit sans surprise à la tête de la chambre haute du Parlement camerounais est donc assisté par 5 vice-présidents, dont 2 du nord-ouest et du sud-ouest. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle de prise en charge des médecins disponibles donc en ligne. C'est ce qu'on lit également en page 9. Le journal s'intéresse aussi au sommet sur le bâtiment avec l'ambassadeur de Tunisie qui s'explique d'ailleurs dans ce journal également. Et des explications sont également à découvrir pour parler de Kribi avec des triplets en détresse. Donc alors que les premiers sont orphelins de leur mère, les seconds attendent une évacuation sanitaire hypothétique entre les mains des familles à bout de souffle financier. Donc on constate également dans ce numéro en page 3 et aussi enseignement secondaire, Nalova Lyonga sanctionne les enseignants. C'est à découvrir en page 4 du journal La Nouvelle Expression. L'œil du ciel qui est dans lesquels se parle du ramadan avec la sociocam qui piège Paul Biya et c'est à lire dans page 3. Le journal s'intéresse aussi dans la localité de Mayo Moscota, le proviseur du lycée de Mozogo relevé de ses fonctions, c'est en page 6. Et puis en Gambéry, un enseignant de l'université jeté en cellule, c'est ce qu'on lit également dans le journal, en page 6 du journal. L'œil du ciel disponible dans les kiosques également. Voyez-vous, il y a également d'autres journaux qui sont disponibles. Il y a le Financier d'Afrique qui parle notamment de l'élevage avec les 3 clés de la relance de la filière avicole au Cameroun. Après la rencontre tenue à Yaoundé, on peut comprendre qu'il y a bien des choses à revoir dans ce secteur pour booster justement la production locale. C'est à lire dans le journal qui parle aussi de la gouvernance avec des défis du nouveau gouvernement gabonais que l'on découvre également dans ce numéro. Et également le Fonds monétaire international qui salue les prouesses du Cameroun pour ce qui est du programme économique et financier du Cameroun justement. C'est à lire dans le Financier d'Afrique. Mutation parle donc de tripatouillage de la solde de l'État avec 3 responsables à Kondengui, c'est-à-dire dans le dossier en page 5 de ce numéro. Le journal parle également de la bataille autour du sucre aussi, importation notamment. C'est dans le journal Mutation de ce matin. Le journal Le Quotidien de jour parle de Douala, coup de feu chez Monseigneur Cléda. C'est dans le journal le numéro de ce matin. Une balle a transpercé la fenêtre d'une chambre donc de l'archevêque, l'archevêché donc dans la nuit de jeudi à vendredi 4 mai 2018. C'est ce qu'on dit aussi dans le journal en page 3. Le journal parle également de la crise anglophone. 3 militaires tués dans le sud-ouest. C'est à la une du journal Le Quotidien le jour. Le journal La Météo parle donc de deux sommités au Cameroun. On parle d'Abena Ondoa et Lundu et Somba qui sont ces deux Vokfuda qui divisent bien entendu la Meufou et Akono sur le plan politique. C'est ce qu'on lit. Le journal parle également du complot contre Vincent Bolloré. La Guinée et le Togo refutent d'ailleurs les accusations de la justice française. C'est ce qu'on lit en page 4 du journal La Météo de ce matin. Le journal La Nouvelle parle de la présidentielle 2018 en tête dans les sondages. On parle de Paul Biya. Donc on parle de 5 candidats ciblés donc par les chercheurs de l'Institut Baromètre donc qui permettent aujourd'hui de comprendre qu'il y a des personnalités qui sont donc candidates à la présidentielle à venir au Cameroun précisément. Et là on présente Paul Biya comme étant celui qui est en tête de sondage. Et le journal s'intéresse ici au salaire fictif au ministère des Finances, le coup de pied de Motazé dans la fourmilière, c'est en page 7 de ce numéro. Et puis Info Matin de ce matin s'intéresse donc à Nyandi Fendi, le vrai dauphin de Paul Biya. C'est ce que dit le journal. Le chef de l'État a renouvelé sa confiance à la personne de Nyandi Fendi qui aujourd'hui est de nouveau président du Sénat. C'est à lire en page 3 de ce numéro. Le journal parle également de la région du Nord avec le maire de Pitois qui rejoint donc le FSNC, le parti de Issa Tchouma Bakari. Il est parti donc de l'UNDP pour cette formation politique. Il n'est pas seul, il est avec d'autres membres, d'autres militants également. C'est dans le journal Info Matin. L'Indépendant parle donc de concours d'entrée à la police, le scandale d'achat de places. C'est ce qu'on lit à la une du journal avec d'autres informations que je vous invite à découvrir en kiosque aujourd'hui. Donc c'est la une de ce numéro L'Indépendant. L'essentiel s'intéresse aux fonctionnaires fictifs, l'organe des finances, donc démantelé. C'est à la une du journal. On parle pratiquement de 13 milliards de francs CFA volés donc depuis 2016 et on parle également de ce qui est contenu, ce qui disparaît chaque mois au Cameroun. On parle pratiquement de 8 milliards de francs CFA, beaucoup d'argent. Et cela également continue à la une donc du journal
repère qui s'intéresse donc à la SOSUCAM avec Paul Biya qui sauve bien sûr 8000 emplois, c'est ce qu'on dit le journal en page 9 et c'est tout un article à lire et à faire lire aussi, c'est dans le journal. Le Cameroun Tribune parle de lutte contre Boko Haram, synergie gagnante donc armée et nation, c'est ce que dit le journal dans le dossier pour dire que tous les bons points sont donc à l'actif du président Paul Biya, c'est le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune qui parle également du Sénat, qui s'intéresse aussi à d'autres informations que je vous invite à lire après avoir fait un tour dans les kiosques. Émergence, le quotidien bilingue privé, en tout cas, parle bien entendu du président Luc-Paul Moutazé comme étant l'homme du mois avec l'opération lancée il y a quelques temps, donc avec le Cameroun qui paie chaque mois donc 8 milliards de francs CFA, c'est ce que dit le journal après étude et enquête. Depuis qu'il est donc à la tête de ce département ministériel, donc on observe qu'il y a bien sûr ce département ministériel qui bouge avec également de l'argent qui pourrait être récupéré par le Cameroun, l'argent perdu à cause notamment des fonctionnaires fictifs. C'est dans le journal Émergence ce matin. Et puis le Soir hebdomadaire parle d'enrichissement illicite avec des interpellations et même des arrestations en cascade du ministère des Finances et au ministère de la Communication. C'est ce que dit le journal également dans le dossier proposé par ce numéro. Le journal parle également de l'archidiocèse de Yaoundé sur les traces de Monseigneur Jean Barga. C'est à découvrir dans ce journal. Et aussi, autre information que je vous invite à lire. Le Messager parle donc de toute autre chose. Du Sénat beaucoup plus avec les non-dits de la reconduction d'Ignat Ndifendi dans le journal, dans le dossier de la page 2 à la page 3. Le même journal parle également de toute autre chose, donc parlant de l'exploitation minière avec le ministre qui va en guerre contre ces exploitants, même si le journal rappelle quand même qu'il est des mèches avec certains exploitants aujourd'hui qui réussissent encore à respecter ces prescriptions. C'est ce que dit le journal Le Messager de ce matin. Et dans les kiosques, on va retrouver Intégration, on retrouve également d'autres journaux, d'autres tabloïds qui reviennent également sur l'actualité. Donc il suffit simplement de faire un tour et vous serez au parfum de l'actualité sur ce plateau. Ils sont deux, comme d'habitude. Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Si vous le permettez, je souhaiterais interpeller le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala en lançant un cri de cœur des automobilistes de la route Ndokoti-Yassa en passant bien évidemment par Ignala. La route est dans un état de décrépitude avancée. Il devient pratiquement impossible de rallier, pourquoi pas, l'axe lourd en allant à Yaoundé en passant du côté de Niala. Il est urgent de faire quelque chose parce que la bretelle Niala Rail Yassa a été refaite. On a posé du goudron sur du goudron alors que de l'autre côté, il y a déjà des trous qui avoisinent les 1 mètre de profondeur. Il est urgent de faire quelque chose. En tout cas, ça contribue à ce qu'on observe très souvent dans la ville, c'est-à-dire les bouchons. À tous les niveaux, c'était un raccourci emprunté par les gros porteurs à un moment, mais finalement, c'est une route presque abandonnée. Bonjour. Bonjour Flavien Balordou. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Très bien. Et surtout, bonjour à Monseigneur Cléda, l'archevêque métropolitain, qui sort de loin. Il sort de loin, il a échappé en tout cas. Allez, on va le dire également dans le journal ce matin avec des sujets aussi intéressants. Je vous invite à faire un tour dans les kiosques, mais avant cela, des commentaires sur différents titres aussi. La nouvelle expression qui parle du bureau du Sénat, 2 anglophones à la vice-présidence, c'est ce qui était attendu. Il y a Ndifendi qui a été reconduit au poste de président. Oui, mais ça aurait été une véritable surprise parce que tout le monde savait que si Paul Biya ne voulait plus de Monseigneur Ndifendi au poste de président du Sénat, il ne l'aurait pas nommé. Mais le fait déjà de l'avoir nommé parmi les 30 sénateurs il y a quelques jours présageait simplement ou laissait entendre que Monseigneur Ndifendi serait une fois de plus président de cette chambre haute du Parlement. Il faut noter quand même que c'est quelqu'un qui est aux affaires depuis pratiquement l'âge de 30 ans. Il a été directeur général adjoint de EDC à l'époque nommé avant les années 50, mais c'est quelqu'un qui continue quand même à gérer les affaires de ce pays. Bon, en mal en, il faut malheureusement comprendre que le chef de l'État est resté égal à lui-même. Vous ayez fonctionné avec les gens de sa génération, vous-même vous savez qu'il est né en 1933. Le président Biya, il a été nommé alors qu'il avait 28 ans au poste de ministre délégué à la présidence de la République. Maintenant, il continue à travailler avec les gens. Au-delà du président, il y a remarqué également que le premier vice-président s'appelle Abdoulaye
Aboubakari Abdoulaye, qui est un Peul, qui gère pratiquement 36 000 km² du côté du Rebouba. Il a été premier vice-président en 2013. Il a également été reconduit à cette fonction. Malheureusement, le chef de l'État a raté le coach. Malheureusement, une fois de plus, il aurait pu nommer un anglophone à la place de Masséniat Ndifendi, que cela aurait peut-être permis de résoudre ce sempiternel problème d'hierarchisation. Parce que vous savez certainement que le président est là, la deuxième personnalité de la République après le président Biya, c'est le président du Sénat dans l'ordre protocolaire. En nommant un anglophone à cette fonction, cela aurait peut-être réglé un problème. Cela n'a pratiquement servi à pas grand-chose, nommer deux personnalités, notamment deuxième vice-président du Sénat et quatrième vice-président du Sénat, parce que la troisième vice-présidence est occupée par Madame Geneviève Chouès. Donc il aurait peut-être pensé... Bon, on a vu que le SDF n'est pas sorti de la présidence quand même du Sénat, qui est resté, même si c'est le poste de vice-président. Et c'est une dame qui occupe... Le SDF est là. Le SDF est là, mais tout ce qui est certain, c'est que c'est le RDPC qui a les rênes. C'est le RDPC qui est maître du jeu. Et il fallait s'y attendre. Les sénateurs ont respecté la consigne de la haute hiérarchie par rapport à l'élection du président du Sénat. Ça, il ne fallait pas sortir de grandes écoles de politique pour comprendre facilement que le président du Sénat pouvait être... Et d'ailleurs, l'histoire nous apprend qu'on ne part pas facilement de ces choses-là. Vous connaissez combien de temps Kavaye Diégué Dibril est président de l'Assemblée nationale depuis combien de temps? Voilà, il est ici question, je crois que pour la haute hiérarchie, de respecter les équilibres. On parle ici du problème anglophone. Non, les anglophones ne veulent pas la présidence du Sénat. Les sécessionnistes veulent un pays, une partition du Cameroun, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, je pense que... Même si on avait nommé un anglophone... Oui, mais ça n'aurait pas résolu le problème. Hein? Les sécessionnistes veulent une partition du Cameroun, ce qui n'est pas acceptable. On leur a donné une solution qui consistait à se muer en parti politique. Parce que les revendications politiques, effectivement, se font dans le cadre d'un parti politique. Aujourd'hui, là, faute de parti politique, on reste dans un statu quo. Est-ce que ça rentre dans les non-dits du quotidien Le Messager, c'est le titre en tout cas du journal, les non-dits de la reconduction de Niat Ndifendi à la tête du Sénat? Oui, mais les non-dits dont parle le Messager, c'est effectivement ça. Est-ce que Paul Biya a voulu résoudre le problème anglophone? Est-ce qu'en nommant, parce qu'en fait il s'agit de nomination ici, en nommant le président du Sénat anglophone, il aurait pu taire les velléités sécessionnistes? Rien n'est moins sûr. Voilà. Donc c'est dans la plupart des tabloïds ce matin, on parle bien sûr de la reconduction de Niat Ndifendi, mais en fait, la nouvelle expression qui parle donc de deux anglophones à la vice-présidence du Sénat, et le Messager de ce matin qui parle des non-dits de la reconduction de Niat Ndifendi à la tête du Sénat également. C'est un dossier, des dossiers d'ailleurs à découvrir dans la plupart des tabloïds sur cette question. Alors, vous voulez bien que l'on parle bien sûr de la une du journal L'Œil du Sahel qui parle du Ramadan avec la Sosucam qui a piégé Paul Biya. C'est une question ou une affirmation? Selon le journal. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Tout le monde sait quand même que le problème a longtemps fait les choux gras de la presse écrite et de plusieurs autres médias, que ce soit les nouveaux médias sur le plan avec Internet, que ce soit la télévision, la radio. On a longuement parlé de la crise sucrière au Cameroun entre la Sosucam et les importateurs de sucre. Maintenant, le président Biya a tranché. Il est clair qu'il a tranché sur la base des rapports qui lui avaient été donnés par ses principaux collaborateurs. Et tout le monde sait quand même que c'est le ministre, c'est le secrétaire général qui a répercuté cette directive au ministre du Commerce, qui a immédiatement écrit aux importateurs de sucre pour leur signifier effectivement la décision du chef de l'État. Maintenant, est-ce que cela va résoudre le problème qui se posait un peu plus avant l'autorisation de ces importations-là? On est assez dubitatif là-dessus. La Sosucam argue avoir suffisamment de ressources d'abord au niveau de la production, mais également au niveau des stocks
pour permettre aux musulmans qui s'apprêtent à rentrer dans le jeûne du mois de Ramadan de passer cette période dans toute quiétude. L'avenir nous le dira. Si la SOSUCAM peut résoudre le problème, c'est tant mieux. Mais si tel n'est pas le cas, il est clair qu'à partir de là, on comprendrait que quelque part, M. Biya s'est fait malheureusement piéger par la communication tout azimut qu'a déployé l'UINDA avec ses stratèges en communication. Très bien. Donc on peut lire le dossier en tout cas et dans les réactions également. Et l'article même revient et fait parler certains acteurs du secteur du sucre au Cameroun, parlant de ce que pourquoi ça arrive simplement très souvent à la veille de la célébration de la fête du Ramadan. Parce que, quelque part, il y a cette réaction à lire. Quand lorsqu'on parcourt l'article ce matin, on a pu lire cela pour dire que ça arrive toujours à la veille du Ramadan. Pourquoi? Non, mais c'est tout à fait conjoncturel. Et puis, ça s'explique au niveau de l'économie à ce qu'on appelle le dumping. Il y a des opportunités. Il faut attendre le moment idoine pour poser le problème. Mais moi, je pense qu'en fait de piège, il s'agit ici d'une décision économique de haute portée. N'oubliez pas que, en protégeant la SOSUCAM, on protège 8000 emplois quand même. Ouais. Parce qu'il y a 8000 Camerounais qui travaillent. C'est d'ailleurs la une de Repère ce matin. 8000 Camerounais qui travaillent dans la SOSUCAM, 8000 employés, et avec les emplois directs et indirects que cela constitue. Et il faut aussi protéger l'offre intérieure. Parce que quand on parle d'émergence, quand on parle de redressement, quand on parle de croissance, ça passe aussi par l'offre intérieure, par la consommation de l'offre intérieure. Si on ne consomme pas notre sucre produit au Cameroun, comment est-ce qu'on arrivera à l'émergence tant est attendue? Non, il faut des mesures de ce genre. Mais le problème qui se pose, est-ce que la SOSUCAM, si on ferme les frontières aux importations du sucre, est-ce que la SOSUCAM est capable de... La SOSUCAM a une offre suffisante pour venir, pour satisfaire la demande totale des Camerounais en sucre? C'est là où le véritable problème se pose. Est-ce que le sucre de la SOSUCAM est compétitif par rapport aux autres sucres? C'est là-bas, c'est ce domaine-là qu'il faut jouer. Il faut jouer sur l'offre et il faut jouer sur la qualité du sucre. Donc c'est ce qu'on peut lire dans le journal. Vous voulez ajouter quelque chose sur je suis entièrement d'accord avec Bernard Batana. Il est clair qu'il est question de protéger ici les emplois. On parle quand même de 8000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est une décision conjoncturelle. Il est clair que c'est toujours en période de jeûne Ramadan parce que le sucre, les musulmans consomment énormément du sucre à cette période. Mais n'oublions pas que le problème s'est toujours posé. Pourquoi? Si parfois le ministre du Commerce est arrivé à autoriser l'importation du sucre, c'est simplement parce qu'on s'est rendu compte que généralement la SOSUCAM dit être capable de résoudre le problème, être capable de pallier au déficit, mais au finish on se rend toujours compte que du côté des musulmans, les gens se plaignent. Je vous rappelle que c'est L'Œil du Sahel qui écrit que la SOSUCAM a piégé Biya. L'Œil du Sahel, c'est un journal régional qui s'intéresse davantage, qui s'occupe des questions du côté du Grand Nord et qui est proche de cette réalité-là, donc proche de cette couche sociale-là, donc qui est au fait davantage des problèmes que vivent les gens de cette partie du pays et bien évidemment de cette obédience religieuse. Donc il est clair que le problème se pose. Maintenant, la SOSUCAM nous a montré à travers des médias des stocks de sucre. Espérons que ces stocks-là et avec ce qui est produit pourra résoudre le problème des musulmans. Auquel cas, on espère simplement que on va réautoriser ces importations-là. Je voulais emprunter l'expression de Marcelin Gansop qui a dit le sucre se marche dessus. C'est comme donc il y a à provision de toute façon. Donc on peut lire également dans le journal L'Œil du Sahel ce matin. Et en même temps, on sait déjà qu'il y a 8000 emplois qui sont protégés finalement. C'est Repère qui met à la une. Donc Paul Biya qui sauve 8000 emplois, c'est ce que dit le journal Repère. Alors autre sujet également ce matin que je vous invite à lire, il s'agit de ce sujet qui est contenu donc à la une du journal Émergence, parlant de l'homme du mois qui est lui Paul Motazé dans le cadre de son opération qu'il vient de lancer, c'est-à-dire le recensement et aussi voir dans le cadre des fonctionnaires fictifs qui sont les vrais fonctionnaires, qui sont ces fonctionnaires en question, qui viennent tous les mois percevoir de l'argent, pourtant ils ne travaillent pas. Oui, lui Paul Motazé décidément il a envahi l'actualité en raison de ce que il a fait arrêter un réseau de gangs, parce que ce qu'on a appelé le gang du ministère des Finances qui nous délestait tous les mois de 8 milliards de francs.
C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2017, ils nous ont délesté d'une coquette somme de 16 milliards de nos francs. Il faut peut-être penser que Lupoll Moutazé est l'homme du mois. Est l'homme du mois parce qu'il a découvert le poteau rose. Mais on ne doit pas s'arrêter là au niveau du poteau rose. Quand on sait qu'au niveau de l'administration, ce qu'on appelle la circulation sanguine au niveau de l'administration, ce réseau a sans doute des ramifications dans tout. La question, ce n'est pas d'arrêter des gens, mais c'est d'arrêter la saignée, d'arrêter tout le réseau qui a contribué à nous délester de tant d'argent. Parce que ce qu'on attend de Lupoll Moutazé, c'est que finalement, que ce réseau-là soit fermé, et que toutes les parties prenantes de ce réseau-là soient mis hors d'état de nuire. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Lupoll Moutazé est revenu au ministère des Finances? Parce que plusieurs fois, on a essayé d'assainir le fichier solde de l'État. On a parlé des CJPS 1, on a parlé des CJPS 2, on a parlé d'opérations, plusieurs opérations qui avaient été lancées. Mais Lupoll Moutazé qui vient et qui découvre je voudrais dire un gang, parce qu'il y a une presse qui parle de gang, un gang qui a été découvert au ministère des Finances, qui s'occupait d'estorquer l'argent du contribuable comme ça. Mais vous voulez nous faire croire que Ousmane Alamine ne faisait rien au ministère des Finances? C'est pas ce que j'ai dit. De toute façon, je m'intéresse à ce que la presse révèle. Il est clair qu'il a nommé plusieurs personnes. Il ne s'agit que de 6 personnes. Bernard Vatan l'a souligné tout à l'heure. Le réseau est tellement et suffisamment bien huilé au point de ne concerner que 6 personnes. Il s'agit peut-être des têtes de fil, comme on parle d'un gang. Malheureusement, le gang ne s'arrête pas à la tête du réseau. Il y a même le nom de l'enfant d'un ministre de la République qui est secrétaire, je crois, en fait, il est ministre délégué auprès du ministre du Transport, un certain Méfiré. Aujourd'hui, il va comparaître libre parce que, selon des informations jusqu'ici, il n'y a pas suffisamment d'éléments l'impliquant là-dessus. Mais toujours est-il que ces gens ont assis certainement une grosse machine au niveau du ministère des Finances, parce que pour arriver à ce niveau, il est clair que même les agents de bureau, les gens habilités à saisir ces données-là, parce qu'on parle, toutes ces opérations ne porteront pas leurs fruits. Il ne s'agit que d'un élément, je dis d'un élément au-delà de ces salaires fictifs. Il y a également beaucoup d'autres opérations qui se passent au ministère des Finances. Tout le monde sait, tout le monde connaît la loi des quotas pour être payé. Tout le monde le connaît. Ce sont des choses qui se passent au vu et au su de tous, sans que cela ne meuve pas ces personnes qui prennent ces décisions-là. Vivement qu'ils continuent dans cette voie, au-delà de 6 personnes, qu'on démantèle véritablement ce réseau pour être sûr. Même comme on sait que la corruption au Cameroun est comme un aide de mer, on va couper une tête, d'autres têtes vont émerger. Alors donc le sortie hebdomadaire qui parle d'enrichissement illicite avec des interpellations, des arrestations en cascade au ministère des Finances et même au ministère de la Communication. Oui, et même au ministère de la Communication, vous avez parlé d'enrichissement illicite. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Je ne sais pas, c'est paradoxal. Ils sont plus riches que les hommes d'affaires, justement parce qu'ils puisent de façon indue dans les caisses de l'État. La preuve, la voilà. Et la preuve, c'est qu'on connaît des fonctionnaires ici qui ont un salaire tous les vendredis. C'est-à-dire que tous les vendredis du mois, ils ont le même salaire tous les vendredis du mois parce qu'ils épuisent. On connaît des gens ici qu'on appelle pour dire que voilà, dans ton compte, on a mis telle somme d'argent, il faut nous donner telle partie, tu gardes telle autre partie. Non, vivement que cet état des choses s'arrête. Parce que, évidemment, on dit que le Cameroun est un pays pauvre, très endetté. Moi, je pense que le Cameroun, c'est un pays riche, mal géré. Alors, je suivais une discussion entre deux personnalités, une personnalité fonctionnaire, l'autre homme d'affaires, et le fonctionnaire a fini par avoir le dessus sur l'achat d'un terrain quelque part, donc il n'est que fonctionnaire, et vous voyez bien comment on peut comprendre qu'il y a des situations de genre au sein de cette administration camerounaise. Donc, avec ces interpellations, on espère que le Cameroun va pouvoir récupérer cet argent, de 8 milliards, est perdu tous les mois. Je vous l'ai dit, hein, c'est comme l'hydre de mer.
on a coupé une tête, mais d'autres têtes vont repousser. Comme on a coupé même 6, il y aura au moins 12 têtes qui vont émerger par la suite. Il faudrait qu'on fasse un véritable toilettage à ce niveau. Mais je vous assure, c'est un travail de longue haleine. Il faudrait que les personnes en charge de ces dossiers-là elles-mêmes soient irréprochables. Parce que même à ces personnalités-là, même au ministre Moutazé, tout le monde sait qu'il est au centre de plusieurs autres opérations, de plusieurs accusations de malversation, notamment dans des dossiers tels que la Camerco et le reste. Mais tel n'est pas le cas ici, ce n'est pas le sujet qu'on aborde ici, mais il est effectivement question que tout le monde s'implique davantage pour que de pareilles situations ne continuent pas, parce que si on continue ainsi, il est clair que le problème va davantage s'amplifier et de génération en génération, on ne pourra plus jamais résoudre le problème de la corruption au Cameroun. C'est un problème pour l'instant, je vous assure, c'est un problème systémique. Cela n'a rien à voir avec quelques 6 personnes qui ont été interpellées. C'est une affaire de système. Il est question de toiletter davantage ce système, à la limite, d'aucuns le pensent, balayer ceux qui gèrent. Espérant que le ministre Luc-Paul Moutazé ne se fera pas d'ennemis, puisque on va débusquer, on va se rendre compte qu'il y a des caciques du régime qui sont également impliqués dans cette affaire. Et on va lire un peu de journal essentiel qui parle du gang des finances démantelé, et avec notamment ces fonctionnaires fictifs. Des chiffres sont également à découvrir. 13 milliards de francs CFA volés depuis 2016. C'est quand même beaucoup d'argent qui pourrait servir à la construction des hôpitaux, des routes et autres. Oui, et comme vous le dites bien, c'est un gang, et puis le gang ne s'amuse pas. Mais moi, je pense que le gang règle ses comptes. Le gang règle ses comptes dans la mafia, parce qu'on a parlé, il y a un journal qui a parlé de mafia. Dans la mafia, on règle les comptes à ce qui. Non, moi, je pense que le problème est sérieux, qu'on puisse. Le ministre Moutazé, c'est peut-être le Zoro qui est venu résoudre le problème là. Mais moi, je crois qu'il a fait son travail, et que justement, qu'une enquête minutieuse soit ouverte par rapport à la gestion même. Il faut que les gens aillent à la cellule de l'information, de l'informatique qui gère le fichier de l'État et le sol là, pour que les choses soient mises au clair. Parce que comme il le dit, c'est une pieuvre. Aujourd'hui, on coupe cette que demain la tête surgit quelque part ailleurs. C'est un problème qui concerne tout un système de gestion et dont il faut prendre du temps pour enrayer. Parce que chaque fonctionnaire a au Cameroun sa portion du Cameroun, son bureau, c'est sa portion du Cameroun. Alors, est-ce qu'on va qualifier ça de scandale d'État? Je continue à dire que M. Luc-Paul Moutazé n'a pas réinventé le fil à couper du beurre. Donc il est dans la continuité. D'autres, ce n'est pas lui qui a lancé le CGPS 1 ou 2. Il y a d'autres opérations qui ont été lancées, tout le monde se rappelle. Il y a des opérations Barracuda, il y a eu plein d'opérations qui ont été lancées au ministère des Finances, mais ça n'a pas porté grand-chose. Ça veut dire que le problème est sérieux. C'est comme une hydre d'eau douce, il faudrait qu'on fasse des efforts, parce que plus on coupera les têtes, plus d'autres têtes émergeront. Parce que je vous assure, les fonctionnaires au Cameroun, on l'a souligné ici, sont plus riches que les hommes d'affaires. Il y a des quartiers qui ne portent que des noms des douaniers, des fonctionnaires des impôts. Il faudrait que cela cesse et que l'on comprenne que la méritocratie devrait véritablement prendre le dessus sur toutes ces opérations d'arnaque et de... La véritable inquiétude, c'est que l'action de Luc-Paul Moutazé ne soit morte à la naissance. Très bien, merci à vous chers messieurs. Alors je vous invite à lire également ce que la presse nous propose ce matin. Les tabloïds sont disponibles donc en kiosque. Merci, bonne journée à vous. Bon retour à vos différentes rédactions, chers messieurs. Equinox Télévision.
Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs, nous sommes lundi et c'est la première édition de la revue des grandes une de la semaine. Nos invités sont déjà sur ce plateau pour commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle donc du bureau du Sénat, deux anglophones à la vice-présidence, c'est ce que dit le journal. Marcelin Ndifendi qui a été donc reconduit sans surprise à la tête de la chambre haute du Parlement camerounais est donc assisté par 5 vice-présidents, dont 2 du nord-ouest et du sud-ouest. C'est à lire en page 3 du journal. L'homme journal parle de prise en charge des médecins disponibles donc en ligne. C'est ce qu'on lit également en page 9. Le journal s'intéresse aussi au sommet sur le bâtiment avec l'ambassadeur de Tunisie qui s'explique d'ailleurs dans ce journal également. Et des explications sont également à découvrir pour parler des cribis avec des triplets en détresse. Donc alors que les premiers sont orphelins de leur mère, les seconds attendent une évacuation sanitaire hypothétique entre les mains des familles à bout de souffle financier. Donc on constate également dans ce numéro en page 3 et aussi enseignement secondaire, Nalova Lyonga sanctionne les enseignants. C'est à découvrir en page 4 du journal La Nouvelle Expression. L'œil du ciel qui est dans lesquels se parle du ramadan avec la sociocam qui piège Paul Biya et c'est à lire dans page 3. Le journal s'intéresse aussi dans la localité de Mayo Moscota, le proviseur du lycée de Mozogo relevé de ses fonctions, c'est en page 6. Et puis en Gambéry, un enseignant de l'université jeté en cellule, c'est ce qu'on lit également dans le journal, en page 6 du journal. L'œil du ciel disponible dans les kiosques également. Voyez-vous, il y a également d'autres journaux qui sont disponibles. Il y a le Financier d'Afrique qui parle notamment de l'élevage avec les 3 clés de la relance de la filière avicole au Cameroun. Après la rencontre tenue à Yaoundé, on peut comprendre qu'il y a bien des choses à revoir dans ce secteur pour booster justement la production locale. C'est à lire dans le journal qui parle aussi de la gouvernance avec des défis du nouveau gouvernement gabonais que l'on découvre également dans ce numéro et également le Fonds monétaire international qui salue les prouesses du Cameroun pour ce qui est du programme économique et financier du Cameroun justement. C'est à lire dans le Financier d'Afrique. Mutation parle donc de tripatouillage de la solde de l'État avec 3 responsables à Kondengi, c'est-à-dire dans le dossier en page 5 de ce numéro. Le journal parle également de la bataille autour du sucre aussi, importation notamment. C'est dans le journal Mutation de ce matin. Le journal Le Quotidien de jour parle de Douala, coup de feu chez Monseigneur Cléda. C'est dans le journal le numéro de ce matin. Une balle a transpercé la fenêtre d'une chambre donc de l'archevêque, l'archevêché donc dans la nuit de jeudi à vendredi 4 mai 2018. C'est ce qu'on dit aussi dans le journal en page 3. Le journal parle également de la crise anglophone. 3 militaires tués dans le sud-ouest. C'est à la une du journal Le Quotidien le jour. Le journal La Météo parle donc de deux sommités au Cameroun. On parle d'Abena Ondoa et Lundu et Somba qui sont ces deux Mvok-Fouda qui divisent bien entendu la Mefou et Akono sur le plan politique. C'est ce qu'on lit. Le journal parle également du complot contre Vincent Bolloré. Après le président Biya, c'est le président du Sénat dans l'ordre protocolaire. En nommant un anglophone à cette fonction, cela aurait peut-être réglé un problème. Cela n'a pratiquement servi à pas grand-chose, nommer 2 personnes, 2 personnalités, notamment 2e vice-président du Sénat et 4e vice-président du Sénat, parce que la 3e vice-présidence est occupée par Madame Geneviève Chouès. Donc il aurait peut-être pensé... Bon, on a vu que le SDF n'est pas sorti de la présidence quand même du Sénat, qui est resté même si c'est le poste de vice-président. Et c'est une dame qui occupe... Le SDF est là. Le SDF est là, mais tout ce qui est certain, c'est que c'est le RDPC qui a les rênes. C'est le RDPC qui est maître du jeu. Et il fallait s'y attendre. Les sénateurs ont respecté la consigne de la haute hiérarchie par rapport à l'élection du président du Sénat. Ça, il ne fallait pas sortir de grandes écoles de politique pour comprendre facilement que le président du Sénat pouvait être... Et d'ailleurs, l'histoire nous apprend qu'on ne parle pas facilement de ces choses-là. Vous connaissez combien de temps Kavaï Diégué Dibril est président de l'Assemblée nationale depuis combien de temps? Voilà, il est ici question, je crois que pour la haute hiérarchie, de respecter les équilibres. On parle ici du problème anglophone. Non, les anglophones ne veulent pas la présidence du Sénat. Les sécessionnistes veulent un pays, une partition du Cameroun, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, je pense que... Même si on avait nommé un anglophone... Oui, mais ça n'aurait pas résolu le problème. Hein? Les sécessionnistes veulent une partition du Cameroun, ce qui n'est pas acceptable. On leur a donné une solution qui consistait à se muer.
en parti politique. Parce que les revendications politiques, effectivement, se font dans le cadre d'un parti politique. Aujourd'hui, là, faute de parti politique, on reste dans un statu quo. Est-ce que ça rentre dans les non-dits du quotidien Le Messager, c'est le titre en tout cas du journal, les non-dits de la reconduction de Niad Difendi à la tête du Sénat? Oui, mais les non-dits dont parle le Messager, c'est effectivement ça. Est-ce que Paul Biya a voulu résoudre le problème anglophone? Est-ce qu'en nommant, parce qu'en fait il s'agit de nomination ici, en nommant le président du Sénat anglophone, il aurait pu taire les velléités sécessionnistes? Rien n'est moins sûr. Voilà. Donc c'est dans la plupart des tabloïds ce matin, on parle bien sûr de la reconduction de Niad Difendi, mais en fait, la nouvelle expression qui parle donc de deux anglophones à la vice-présidence du Sénat, et le Messager de ce matin qui parle des non-dits de la reconduction de Niad Difendi à la tête du Sénat également. C'est un dossier, des dossiers d'ailleurs à découvrir dans la plupart des tabloïds sur cette question. Alors, vous voulez bien que l'on parle bien sûr de la une du journal L'Œil du Sahel qui parle du Ramadan, avec la Socicam qui a piégé Paul Biya. C'est une question ou une affirmation? Selon le journal. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Tout le monde sait quand même que le problème a longtemps fait les choux gras de la presse écrite et de plusieurs autres médias, que ce soit les nouveaux médias sur le plan avec Internet, que ce soit à la télévision, à la radio. On a longuement parlé de la crise sucrière au Cameroun entre la Socicam et les importateurs de sucre. Maintenant, le président Biya a tranché. Il est clair qu'il a tranché sur la base des rapports qui lui avaient été donnés par ses principaux collaborateurs, et tout le monde sait quand même que c'est le ministre. On retrouve également d'autres journaux, d'autres tabloïds qui reviennent également sur l'actualité. Donc il suffit simplement de faire un tour et vous serez au parfum de l'actualité sur ce plateau. Ils sont deux, comme d'habitude. Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Si vous le permettez, je souhaiterais interpeller le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala en lançant un cri de cœur des automobilistes de la route Ndokoti-Yassa, en passant bien évidemment par Niala. La route est dans un état de décrépitude avancée. Il devient pratiquement impossible de rallier, pourquoi pas, l'axe lourd en allant à Yaoundé en passant du côté de Niala. Il est urgent de faire quelque chose parce que la bretelle Niala Rail Yassa a été refaite. On a posé du goudron sur du goudron, alors que de l'autre côté, il y a déjà des trous qui avoisinent les 1 mètre de profondeur. Il est urgent de faire quelque chose. En tout cas, ça contribue à ce qu'on observe très souvent dans la ville, c'est-à-dire les bouchons. À tous les niveaux, c'était un raccourci emprunté par les gros porteurs à un moment, mais finalement, c'est une route presque abandonnée. Bonjour. Bonjour Flavien Balordou. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Très bien. Et surtout, bonjour à Monseigneur Cléda, l'archevêque métropolitain, qui sort de loin. Il sort de loin, il a échappé en tout cas. Allez, on va le dire également dans le journal ce matin avec des sujets aussi intéressants. Je vous invite à faire un tour dans les kiosques, mais avant cela, des commentaires sur différents titres aussi. La nouvelle expression qui parle du bureau du Sénat, 2 anglophones à la vice-présidence, c'est ce qui était attendu. Il y a Difendi qui a été reconduit au poste de président. Oui, mais ça aurait été une véritable surprise, parce que tout le monde savait que si Paul Biya ne voulait plus de Masseniat Difendi au poste de président du Sénat, il ne l'aurait pas nommé. Mais le fait déjà de l'avoir nommé parmi les 30 sénateurs il y a quelques jours présageait simplement ou laissait entendre que Masseniat Difendi serait une fois de plus président de cette chambre haute du Parlement. Il faut noter quand même que c'est quelqu'un qui est aux affaires depuis pratiquement l'âge de 30 ans. Il a été directeur général adjoint de EDC à l'époque, nommé avant les années 50, mais c'est quelqu'un qui continue quand même à gérer les affaires de ce pays. Bon, en mal en, il faut malheureusement comprendre que le chef de l'État est resté égal à lui-même. Vous ayez fonctionné avec les gens de sa génération, vous-même vous savez qu'il est né en 1933. Le président Biya, il a été nommé alors qu'il avait 28 ans au poste de ministre délégué à la présidence de la République. Maintenant, il continue à travailler avec les gens. Au-delà du président Niad, remarquez également que le premier vice-président s'appelle Aboubakari Abdoulaye, qui est
qui est un Peul, qui gère pratiquement 36 000 km² du côté du Rebouba. Il a été premier vice-président en 2013. Il a également été reconduit à cette fonction. Malheureusement, le chef de l'État a raté le coach. Malheureusement, une fois de plus, il aurait pu nommer un anglophone à la place de Masséniat Ndifendi, que cela aurait peut-être permis de résoudre ce sempiternel problème d'hierarchisation. Parce que tout le monde savait certainement que le président est là, la deuxième personnalité de la République, c'est le secrétaire général qui a répercuté cette directive au ministre du Commerce, qui a immédiatement écrit aux importateurs de sucre pour leur signifier effectivement la décision du chef de l'État. Maintenant, est-ce que cela va résoudre le problème qui se posait un peu plus avant l'autorisation de ces importations-là? On est assez dubitatif là-dessus. La SOSUCAM argue avoir suffisamment de ressources d'abord au niveau de la production, mais également au niveau des stocks, pour permettre aux musulmans qui s'apprêtent à rentrer dans le jeûne du mois de Ramadan de passer cette période en toute quiétude. L'avenir nous le dira. Si la SOSUCAM peut résoudre le problème, c'est tant mieux. Mais si tel n'est pas le cas, il est clair qu'à partir de là, on comprendrait que quelque part, M. Biya s'est fait malheureusement piéger par la communication tout azimut qu'a déployé l'UINDA avec ses stratèges en communication. Très bien. Donc on peut lire le dossier en tout cas et dans les réactions également, et l'article même revient et fait parler certains acteurs du secteur du sucre au Cameroun, parlant de pourquoi ça arrive simplement très souvent à la veille de la célébration de la fête du Ramadan, parce que quelque part il y a cette réaction à lire. Quand lorsqu'on parcourt l'article ce matin, on a pu lire cela pour dire que ça arrive toujours à la veille du Ramadan. Pourquoi? Non, mais c'est tout à fait conjoncturel. Et puis ça s'explique au niveau de l'économie à ce qu'on appelle le dumping. Il y a des opportunités. Il faut attendre le moment idoine pour poser le problème. Mais moi je pense qu'en fait de piège, il s'agit ici d'une décision économique de haute portée. N'oubliez pas que en protégeant la SOSUCAM, on protège 8000 emplois quand même. Ouais. Parce qu'il y a 8000 Camerounais qui travaillent. C'est d'ailleurs la une de Repère ce matin. 8000 Camerounais qui travaillent dans la SOSUCAM, 8000 employés, et avec les emplois directs et indirects que cela constitue. Et il faut aussi protéger l'offre intérieure. Parce que quand on parle d'émergence, quand on parle de redressement, quand on parle de croissance, ça passe aussi par l'offre intérieure, par la consommation de l'offre intérieure. Si on ne consomme pas notre sucre produit au Cameroun, comment est-ce qu'on arrivera à l'émergence tant est attendue? Non, il faut des mesures de ce genre. Mais le problème qui se pose, est-ce que la SOSUCAM, si on ferme les frontières aux importations du sucre, est-ce que la SOSUCAM est capable la SOSUCAM a une offre suffisante pour venir, pour satisfaire la demande totale des Camerounais en sucre? C'est là où le véritable problème se pose. Est-ce que le sucre de la SOSUCAM est compétitif par rapport aux autres sucres? C'est là-bas, c'est ce domaine-là qu'il faut jouer. Il faut jouer sur l'offre et il faut jouer sur la qualité du sucre. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut lire dans le journal. Vous voulez ajouter quelque chose sur je suis entièrement d'accord avec Bernard Batana. Il est clair qu'il est question de protéger ici les emplois. On parle quand même de 8000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. C'est une décision conjoncturelle. Il est clair que c'est toujours en période de jeûne Ramadan parce que le sucre, les musulmans consomment énormément du sucre à cette période. Mais n'oublions pas que le problème s'est toujours posé. Pourquoi? Si parfois le ministre du Commerce est arrivé à auto... La Guinée et le Togo refutent d'ailleurs les accusations de la justice française. C'est ce qu'on lit en page 4 du journal La Météo de ce matin. Le journal La Nouvelle parle de la présidentielle 2018 en tête dans les sondages. On parle de Paul Biya, donc on parle de 5 candidats ciblés donc par les chercheurs de l'Institut Baromètre, donc qui permettent aujourd'hui de comprendre qu'il y a des personnalités qui sont donc candidates à la présidentielle à venir au Cameroun précisément. Et là, on présente Paul Biya comme étant celui qui est en tête de sondage. Et le journal s'intéresse ici au salaire fictif, au ministère des Finances, le coup de pied de Motazé dans la fourmilière. C'est en page 7 de ce numéro. Et puis, Info Matin de ce matin s'intéresse donc à Yann Ndifendi, le vrai dauphin de Paul Biya. C'est ce
que dit le journal. Le chef de l'État a renouvelé sa confiance à la personne de Nyan Difendi, qui aujourd'hui est de nouveau président du Sénat. C'est à lire en page 3 de ce numéro. Le journal parle également de la région du Nord avec le maire de Pitois qui rejoint donc le FSNC, le parti de Issa Tchouma Bakari. Il est parti donc de l'UNDP pour cette formation politique. Il n'est pas seul, il est avec d'autres membres, d'autres militants également. C'est dans le journal Info Matin. L'Indépendant parle donc de concours d'entrée à la police, le scandale d'achat de places. C'est ce qu'on lit à la une du journal, avec d'autres informations que je vous invite à découvrir en kiosque aujourd'hui. Donc, c'est la une de ce numéro, l'Indépendant. L'essentiel s'intéresse aux fonctionnaires fictifs, l'organe des finances, donc démantelé. C'est à la une du journal. On parle pratiquement de 13 milliards de francs CFA volés donc depuis 2016. Et on parle également de ce qui est contenu, ce qui disparaît chaque mois au Cameroun. On parle pratiquement de 8 milliards de francs CFA, beaucoup d'argent. Et cela également continue à la une donc du journal. Repère qui s'intéresse donc à la SOSUCAM avec Paul Biya qui sauve bien sûr 8000 emplois. C'est ce qu'on dit le journal en page 9 et c'est tout un article à lire et à faire lire aussi. C'est dans le journal. Le Cameroun Tribune parle de lutte contre Boko Haram. Synergie gagnante donc armée et nation. C'est ce que dit le journal dans le dossier pour dire que tous les bons points sont donc à l'actif du président Paul Biya. C'est le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune qui parle également du Sénat, qui s'intéresse aussi à d'autres informations que je vous invite à lire après avoir fait un tour dans les kiosques. Émergence, le quotidien bilingue privé, en tout cas, parle bien entendu du président Lupaul Moutazé comme étant l'homme du mois avec l'opération lancée il y a quelques temps, donc avec le Cameroun qui paie chaque mois donc 8 milliards de francs CFA, c'est ce que dit le journal après étude et enquête. Depuis qu'il est donc à la tête de ce département ministériel, donc on observe qu'il y a bien sûr ce département ministériel qui bouge avec également de l'argent qui pourrait être récupéré par le Cameroun, l'argent perdu à cause notamment des fonctionnaires fictifs. C'est dans le journal Émergence ce matin. Et puis le Soir hebdomadaire parle d'enrichissement illicite avec des interpellations et même des arrestations en cascade du ministère des Finances et au ministère de la Communication. C'est ce que dit le journal également dans le dossier proposé par ce numéro. Le journal parle également de l'archidiocèse de Yaoundé sur les traces de Monseigneur Jean Barga. C'est à découvrir dans ce journal. Et aussi, autre information que je vous invite à lire. Le Messager parle donc de toute autre chose. Du Sénat beaucoup plus avec les non-dits de la reconduction d'Ignat Ndifendi dans le journal, dans le dossier de la page 2 à la page 3. Le même journal parle également de toute autre chose, donc parlant de l'exploitation minière avec le ministre qui va en guerre contre ces exploitants, même si le journal rappelle quand même qu'il est des mèches avec certains exploitants aujourd'hui qui réussissent encore à respecter ces prescriptions. C'est ce que dit le journal Le Messager de ce matin. Et dans les kiosques, on va retrouver intégration.